Comment entretenir des relations saines? Que ça soit vos relations intimes, le couple, la famille, les affaires, le cercle social, les amitiés, mais également quand on combine le tout. Ça veut dire être peut-être partenaire en couple, mais également en business, amitié et business, quand on est aussi un profil parfois atypique ou plus sensible, comment on gère, quand on a du mal et qu'on est sensible, introverti au niveau social, au niveau du jugement, comment on fait? Je vais répondre à pas mal des questions que je reçois souvent. À l'occasion de cette semaine de la Saint-Valentin, j'ai trouvé que c'était pertinent et intéressant d'aborder vraiment le sujet des relations, mais justement prendre les différents contextes et situations des questions et des problématiques que vous rencontrez et sur lesquelles vous me sollicitez. Donc c'est un format de questions-réponses, je vais être assez concis dans mes réponses et si vous voulez développer les thématiques, il y a deux solutions. Je vous mettrai en descriptif les contenus où j'ai développé justement les réponses à ces questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenus, que ce soit des podcasts, des vidéos, donc au moins vous saurez si une thématique, un sujet vous intéresse, comment l'approfondir. Et également, pour cette semaine de la Saint-Valentin, donc justement pour toute la semaine, j'ai décidé de proposer quelque chose d'assez inédit. C'est une réduction sur mes programmes sur l'influence, la confiance et les relations. Notamment sur mon programme sur la vente pour introvertis, pour ceux qui n'aiment pas s'exposer, comment réussir à vendre, influencer et développer votre réseau si vous êtes un profil introverti ou pas à l'aise justement avec le fait d'aller vers les autres. Vous avez également ma méthode Attract sur comment justement devenir plus attractif, plus charismatique, mais justement, quand on a un profil plus sensible, plus introverti, quelles sont les bonnes stratégies? L'un est axé vraiment sur la vente et l'autre, c'est vraiment beaucoup plus sur le perso et la posture de façon globale. Les deux sont complémentaires. Et vous avez également mon programme sur le syndrome d'un imposteur, sur comment justement devenir plus légitime, gagner en confiance. Je vous mets ça en descriptif. Vous avez le choix entre les prendre tous avec une belle réduction ou les prendre à l'unité avec la réduction. Tout est expliqué en description. À vous d'y aller, d'en profiter, d'en bénéficier. Et voilà, c'est pour la semaine de la Saint-Valentin, pour l'occasion, si vous voulez approfondir ces sujets. Donc, je vais rentrer justement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les différents sujets et questions qui reviennent souvent, et y répondre tranquillement, sereinement, de façon posée, pour vous amener aussi à changer votre capacité à pouvoir créer du lien avec vous-même, parce que la relation la plus importante, c'est avec vous-même, mais aussi avec les autres, parce que, comme on le dit, la qualité de notre vie et du bonheur, il y a beaucoup d'études dessus, vient de la qualité de nos relations avec nous et avec les autres. Donc la première question, et je sais que c'est vraiment axé sur les profils qui sont très empathes, parfois sensibles, parfois hypersensibles, et qui ont tendance à se faire bouffer, tendance à s'épuiser au contact des autres ou à trop donner et justement jusqu'à se sacrifier pour les autres. C'est la tendance, je donne la main, ils me prennent le bras, et j'ai l'impression de toujours me faire bouffer par l'extérieur, et même quand je sors, quand il y a de la foule, ça me prend mon énergie. Comment on gère ça quand on est en pâte, qu'on absorbe ou qu'on est trop gentil, trop sensible? Je vais vous dire une chose, déjà arrêtez avec ce trop gentil, trop sensible, éponge, et cette posture de, je suis obligé de le dire et je rentre dedans, de victime. Parce que vous n'êtes pas une victime, vous avez vraiment en fait un atout qui pour moi est important. Ça veut dire que si vous avez de l'empathie, si vous avez une forme de sensibilité, pour moi c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons. Et trop souvent on veut en faire une faiblesse justement, on veut en faire trop gentil, c'est une faiblesse. Ou alors trop empathe, trop sensible, c'est une faiblesse. Et je veux vraiment que vous arrêtiez avec ça. Avec ce discours que vous vous répétez que c'est une faiblesse, que c'est trop. Non, vous êtes comme ça et le monde en a besoin. Et il faut l'exprimer, mais en vous protégeant. Il faut l'exprimer, oui, par le fait que grâce à l'empathie, vous puissiez comprendre et vous mettre à la place des autres et pouvoir apporter et aider. Mais vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Et c'est ça la limite. C'est qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux donner, mais quelles sont mes limites personnelles que je me mets pour ne pas porter le fardeau des autres, la souffrance des autres. De même, avec l'hypersensibilité, de comprendre que s'il y a des situations, des contextes qui vraiment drainent trop votre énergie, comment les éviter au maximum? Par exemple, moi, j'évite de sortir aux heures de pointe, si je peux. J'évite également d'aller dans des trucs où il y a des foules. Moi, par exemple, les concerts, les boîtes de nuit, c'est quelque chose que je peux pas. Voilà, mais ça me manque pas. C'est pas un manque dans ma vie. Je me dis pas, oh, c'est trop dommage, je peux pas. Mais dans les situations où on n'a pas le choix, apprendre à mieux se protéger. Ça peut être y aller avec un entourage qui nous protège. Je sais que quand je suis dans une foule ou quand je suis dans un contexte qui peut être où je peux avoir trop de sensibilité, être avec quelqu'un ou des personnes en qui j'ai confiance,
Je suis plus focalisé sur eux et ça me coupe et ça me protège. De même qu'on apprend aussi à se protéger soi-même dans une posture et un travail où on peut visualiser une forme de protection. J'en parle dans les programmes dont je vous ai parlé, que vous avez en descriptif, mais on peut se faire ces petits protocoles de protection et ça peut aider justement quand on n'a pas le choix et qu'on y est confronté. Mais là, la grande réponse que je veux vous donner, c'est d'arrêter avec les trop et d'arrêter avec c'est une faiblesse et plutôt de le voir, ok, j'ai une capacité à être plus sensible, à avoir plus d'empathie, comment j'en fais une force et où. Et ça va beaucoup revenir ça, où je mets mes limites et où j'arrive à jauger pour savoir que là, ok, c'est un moment où je prends mes distances, où je dis stop. Et justement, et ça revient beaucoup, comment poser ses limites et comment faire preuve de plus d'assertivité. Ça veut dire la capacité aussi à, justement, je dirais pas s'imposer, mais en imposer. Une capacité à, ok, voilà, là, et ça c'est dans tout, cercle social, intime, professionnel, c'est important. Comment j'arrive justement à mettre des frontières pour protéger mon énergie? Je vais vous répondre de la façon la plus simple possible. C'est être au clair, vous, sur ces limites et frontières, les situations, le passé, etc. Et ensuite, les communiquer. Mais des fois, on pense que c'est évident pour les autres. Si je te dis, ok, là, tu as dépassé ma limite, mais est-ce que l'autre, il est au courant de cette limite? Est-ce que vous l'avez exprimé? Parce que d'ailleurs, beaucoup de problématiques, justement, relationnelles viennent des difficultés à communiquer. On n'apprend pas ça, on n'apprend pas vraiment bien à bien communiquer. Donc justement, je vous le dis, la façon la plus simple, je n'ai pas dit facile, simple de régler ce souci, c'est de savoir justement quelles sont vos limites, quelles sont vos règles, elles sont où les frontières, d'être vous au clair dessus, de ne pas attendre que ça pète et que ça arrive, mais aussi de faire en sorte que les autres soient au clair, que les autres, voilà, vous communiquez. Exemple pratique, moi, au niveau de la famille, oui, j'ai des limites. Il y a des fois où je vais exprimer justement les contextes où, par exemple, j'ai besoin de me reposer, ou ça, je suis pas prêt à le faire, je communique, et c'est ok, on le respecte. D'ailleurs, les gens qui ne respectent pas vos limites, c'est des gens qui ne vous respectent pas, j'ai envie de le dire. Donc, à vous de le prendre et de faire ce qu'il faut par rapport à ça. Par exemple, dans le business, si je mets des limites à un client en termes de disponibilité, par exemple, le week-end, je ne réponds pas aux messages ou aux emails, et que c'est clair, s'il ne respecte pas les attentes et que je l'ai communiqué, c'est pas le client, je sais qu'il va respecter au niveau professionnel, donc peut-être que je ne vais pas bosser avec lui. Mais aussi et surtout, généralement, la majorité des gens, quand vous posez les limites, le respectent. Et s'ils ne le respectent pas, c'est là où vous pouvez rappeler ce que vous avez communiqué et vous imposer un peu plus et mettre vraiment on va dire, plus de protection. Et parfois ça monte, mais encore une fois, il faut apprendre à communiquer, gérer. Et j'en parle dans mes programmes, je développe les différentes situations, mais l'idée, c'est vraiment au moins déjà d'être conscient que vos limites ne sont pas évidentes pour les autres, même parfois pas pour vous. Et en avoir conscience, être au clair et les communiquer, c'est ce qui fait la différence. J'ai une question qui revient beaucoup, c'est comment surmonter la timidité. Et je différencie toujours être introverti et timide. Timide, c'est vraiment, là, j'ai peur du jugement, socialement, je ne suis pas à l'aise. Quand je sors de chez moi et qu'il y a du monde, j'ai du mal dans ce qu'on appelle le small talk, parler pour ne rien dire, on va dire, les petites discussions. J'ai du mal aussi quand je vais dans une soirée, une fête de networking. Quand on dit qu'on est timide, on a vraiment cette notion de difficulté à aller vers les autres et ce rapport de jugement des autres sur nous. Et la timidité, j'ai fait une vidéo complète dessus, je parle justement de différence entre introverti, timide et comment moi, dans ma vie, j'ai surmonté la timidité parce que j'étais un gros timide, mais vraiment un gros timide. J'étais vraiment pas bien quand j'étais ado, quand j'étais jeune. Et ce qui aide, et finalement, en fait, c'est un développement de la confiance en soi sur le long terme. C'est développer sa confiance, se mettre en situation étape par étape. Moi, ça a été au fur et à mesure, rencontrer des personnes, le fait de voyager, de me retrouver même pendant mes études à l'étranger, de devoir créer du lien, le fait, oui, de me retrouver à des soirées de networking où je suis jamais à l'aise, mais j'ai appris à devenir à l'aise avec. Et d'ailleurs, comment je suis devenu à l'aise en networking, c'est vraiment quand j'ai arrêté de vouloir me mettre une pression et de me dire il faut absolument juste, je me dis vas-y, on va passer un bon moment, et puis si ça match, ça match, si ça me saoule, je me casse. Mais je le développe dans la méthode d'influence parce que je parle de comment pouvoir networker sans aller vers les autres. C'est des astuces. Mais c'est surtout que la timidité, en fait, c'est une question de confiance en soi. Donc c'est finalement vous avec vous-même. Et que ça se travaille sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va se casser comme ça, mais c'est de découvrir à quel point finalement on surestime
ce rapport et cette pensée qu'on a de ce que les autres pensent de nous. Et ça va faire une belle transition vers comment, et ça revient souvent, surmonter la peur du jugement, et notamment la peur de s'exposer. Par exemple, ceux qui pensent à s'exposer sur les réseaux, montrer leur tête, je sais que c'est pas évident. Moi, mes premières vidéos, je peux vous dire que j'étais en flip total, hein. J'étais la première fois que j'ai publié ma tête parce que je bloguais depuis plusieurs années. Et le moment où j'ai tourné une vidéo et je l'ai publiée, j'étais pas bien. Et finalement, elle a fait que 10 vues. Et vraiment, c'est pas moi en rafraîchissant la vidéo à l'époque. Non, mais c'est surtout que je vais vous dire une chose par rapport au jugement. Et encore une fois, là aussi, j'ai traité ce sujet-là dans une vidéo et je vous mettrai en descriptif. On surestime ce que les autres pensent de nous parce qu'eux-mêmes sont trop occupés à ce que vous pensez d'eux. Et c'est ce qu'on appelle l'effet spotlight, l'effet projecteur. C'est qu'on pense en fait que dès qu'on va quelque part, vous savez, quand on marche normalement. Et puis comme par hasard, quand on croise des gens qui nous regardent, on se met à plus être à l'aise pour marcher parce qu'on est concentré sur ce qu'ils pensent de nous et de notre démarche. Et du coup, on n'arrive plus à bien marcher. Je suis sûr que ça vous parle, ça. Bah, ce syndrome-là, c'est l'effet justement de projecteur, l'effet spotlight, où on se dit, voilà, il y a un spot, boum, sur scène, et tout le monde nous regarde, et surtout, tout le monde est obsédé par nous-mêmes. La majorité des gens s'en foutent. Et s'ils s'en occupent, ils vont vous oublier très vite. Et même les bad buzz, les trucs où même si, par exemple, sur Internet, vous avez des haters, ils le font avec tout le monde et ils vous ont très très vite oublié. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je vous dis, les gens, on surestime justement la capacité des gens à être obsédés par vous-même. Et on le pense parce que quand on est jugé, on le prend personnellement et c'est humain, c'est normal, mais vraiment la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est penser que ces gens-là, vraiment, en réalité, ils s'en foutent de vous et ils vous oublient très vite et que vous n'êtes pas si important que ça. Je sais, on peut se dire pour l'ego, je suis pas si important, mais en vrai, c'est ça. On n'est pas si important. Ce qui occupe le plus les gens, c'est eux-mêmes. Prenez ce qu'il y a à prendre. Mais également, je pense que par rapport à cette peur du jugement, c'est vraiment aussi vous confronter de plus en plus à des situations comme ça et voir finalement c'est pas si terrible parce que si vous avez des haters, et on en parle, ils font ça avec tout le monde et ils vous oublient très vite. Ou s'ils vous oublient pas, ils sont obsédés dans la passade du harcèlement, il y a des recours légaux pour ça. J'ai déjà été confronté à ça. Mais c'est très rare en réalité. De même que le jugement, c'est aussi savoir filtrer et comprendre qu'est-ce qui tient d'un feedback constructif qui vous élève et de critiques inutiles. Généralement, les critiques inutiles, elles sont très personnelles, elles ne sont pas précises, c'est pas sur des actes, c'est sur votre physique, sur votre personne, sur un jugement hâtif, alors qu'un feedback, c'est sur des actes et des façons de vous améliorer dans une pratique, dans un contexte, dans une situation. Donc, sachez bien différencier les deux. Et il y a une question aussi pas mal qui revient, c'est que je sais que il y a beaucoup d'introvertis, puisqu'on est sur la thématique, qui me posent des questions sur comment être plus à l'aise socialement. Et là, j'ai développé ce sujet-là énormément sur pas mal de contenu, mais surtout dans une masterclass où j'ai un petit peu condensé tout ça. Je vous mettrai aussi le lien. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Vous avez des forces en tant qu'introverti. La capacité d'écoute, votre type de charisme d'introverti, j'ai fait une vidéo sur le charisme d'introverti, est basé beaucoup plus sur une posture, une écoute, et c'est pas forcément d'aller parler plus, faire plus de gestuels, être plus présent dans je m'impose, mais c'est plus présent dans j'en impose par une posture, un ancrage et un charisme où j'écoute, je suis calme, je parle quand c'est nécessaire et les gens vont vous écouter quand c'est nécessaire. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à accepter et comprendre, c'est que j'ai toujours eu ce truc où j'avais l'impression que les gens m'écoutaient pas et j'étais invisible. Quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune et tout. Et aujourd'hui, par rapport à ma posture dans mon business et tout, il y a beaucoup de contextes pro, dans des masterminds, avec mes clients, avec des groupes, où je ne peux pas forcément beaucoup parler, mais quand je vais parler, et même quand je fais la conférence, les gens m'écoutent. Et pourtant, je suis introverti. Donc, c'est pour vous dire que c'est une question de posture et de comprendre vos forces et de comprendre comment utiliser vos forces parce que le but, c'est pas de parler plus fort et de penser ce qu'on pense socialement qu'on valorise l'extraversion, non, c'est d'utiliser votre personnalité, mais développer des compétences de communication. Vous n'allez pas changer qui vous êtes, mais vous pouvez devenir plus à l'aise en confiance, on l'a dit avant, mais aussi en communication. Il y a une question qui revient pas mal aussi par rapport aux multipotentiels, ceux qui se sentent incompris, qui se disent mais à chaque fois moi je comprends pas, les gens ils me disent
tu fais plein de choses, on comprend plus, tu es instable, tu commences, t'arrêtes. Il y a toujours cette notion d'avoir l'impression de devoir se justifier ou d'être incompris. Et multipotentiel ou atypique, hein, le côté je suis incompris. Et ça peut être au niveau social, au niveau pro, au niveau intime. Comment on gère ça? Je vais vous dire une chose. J'ai, encore une fois, oui, je vous dis, je voulais faire un petit récap hein, pour cette semaine de la Saint-Valentin, mais j'ai traité ces sujets, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et si vraiment, si vous dites, ok, ce sujet-là, il me parle, descriptif, j'ai la vidéo qui va avec. Mais pour la résumer, je dis toujours, c'est une question de confiance en vous. Ça veut dire que peu importe, et c'est lié au jugement, peu importe comment les gens vont vous juger, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont penser, peu importe les remarques, tant que vous êtes en confiance, ça ne peut pas vous impacter et surtout, eux vont le sentir. Mon cas typique, c'est que moi, quand les gens comprennent plus ce que je fais parce que je fais plein de projets et tout, je suis tellement en confiance en mes projets, tellement ok, c'est cool et ils voient que je kiffe, qu'ils vont même pas chercher, ils vont se dire, c'est bon, il est en confiance, il maîtrise. Et c'est ça en fait, c'est que on ne peut pas, et excusez-moi la façon, mais c'est ça, on ne peut pas emmerder quelqu'un qui a confiance en lui. On ne peut pas l'emmerder parce que quand vous avez confiance, on peut dire tout ce qu'on veut, vous dites ok, oui, mais moi, c'est good pour moi et c'est le plus important. Donc c'est vraiment ça, donc peu importe les remarques que vous avez ou l'incompréhension que vous avez, ce qui compte le plus, c'est d'être en confiance vous, parce que quand vous êtes en confiance et que vous comprenez, vous êtes au clair sur où vous allez, vos valeurs, ce qui est bon pour vous, l'extérieur ne vous impacte pas. Et ça fait vraiment ça, c'est ce qui fait la grosse différence. D'ailleurs, les gens qui manquent de confiance, justement, ils cherchent l'approbation, même sur leur propre voie, leur mode de fonctionnement. Ils ont besoin d'être rassurés, de voir qu'il y a d'autres personnes comme eux et tout. Et c'est normal, on est humain. Et je dis que c'est pas quelque chose qu'on peut entièrement éliminer. Mais par contre, plus on est en confiance, plus on est détaché de ça et c'est le plus important. Ensuite, maintenant, on va faire un petit switch, mais vous allez voir que je vais aborder aussi les sujets plus perso, mais on va faire un switch sur le contexte professionnel. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs indépendants et d'autres sont peut-être salariés, mais je voulais parler quand même des questions que je reçois souvent dans le contexte notamment plus business que je connais, parce que moi, n'ayant jamais été salarié, je ne peux pas vous donner des conseils sur comment gérer sa famille par rapport à son boss. J'ai peut-être dans l'influence des compétences, des choses qui m'auraient aidé dans cette situation-là, mais je ne les ai pas assez vécues pour vraiment avoir des bonnes études de cas dessus. Donc, je préfère ne pas aller sur des terrains que je n'ai pas expérimentés, même si j'aurais des idées de comment les gérer et des compétences, on va dire, universelles dans différentes situations. Mais déjà, je sais que dans les affaires, il y a une question qui revient pas mal, c'est comment entretenir une bonne relation avec ses clients et notamment comment être plus respecté dans vos prix, dans vos horaires, vos disponibilités, si vous avez tendance à avoir des clients, par exemple, qui en demandent trop ou des clients désagréables. Donc, je vais vous dire une chose. Déjà, il y a toujours, quand il y a un deal avec un client, il y a un contrat. Ce contrat, il peut être les conditions générales de vente, comme il peut être la promesse, comme il peut être le devis qui a été signé, donc il y a un cadre. Et vous allez voir que dans la partie business et professionnelle, ça va beaucoup revenir, cette notion de contrat. Il faut que tout soit toujours carré. Dans un contrat, qu'est-ce que vous délivrez? Quelle est la promesse? Quel est le cadre? Et tout ce qui sort de ça, il y a toujours de la flexibilité, mais c'est pour moi pas négociable. S'il y a un deal, il y a un contrat, si c'est clair, on n'est pas censé revenir dessus. Si votre client, il doit vous payer à 90 jours ou à 60 jours ou à 30 jours, je m'en fous, c'est le contrat, point barre. Si vous demandez de payer avant, ou si à l'opposé, il vous paye trop tard, vous n'avez pas respecté le contrat ou le client n'a pas respecté le contrat. Donc, toujours être au clair sur les deals. Parce que, par exemple, moi, quand je vends un programme et je dis c'est un programme en ligne autonome, il n'y a pas d'accompagnement individuel, le client, s'il en demande un ou il pense qu'on avait un, c'est hors du contrat, donc c'est pas négociable. Et ça, j'insiste parce que on a toujours envie d'être flexible, d'être entre guillemets gentil, parce qu'en plus, quand c'est un client, on a peur qu'il vous laisse un mauvais avis ou que ça crée un conflit au niveau de votre business. Mais je vais vous dire une chose, c'est aussi, plus vous allez être carré, plus vous allez mettre des limites, plus on va vous respecter. Parce que plus vous êtes souple, plus vous êtes flexible, le jour où vous mettez des limites, c'est un truc de la psychologie humaine. Il vaut mieux être carré, structuré au départ et après plus souple que l'inverse. Parce que j'ai envie de dire, on éduque les autres aussi à comment ils nous traitent. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc retenez bien ce conseil que je vous donne là, c'est ultra important. Aujourd'hui, vos clients, si vous voulez qu'ils vous respectent,
ben, soyez carré, structuré. Ne répondez pas ultra vite sur les horaires où vous n'êtes pas censé travailler. Ne soyez pas dans toujours vouloir rajouter des trucs qui n'étaient pas prévus dans le contrat pour vous rassurer ou par peur. C'est toujours ça. Est-ce que c'est une énergie de peur? J'ai peur que le client est critique, soit pas content, etc. D'ailleurs, même avec le syndrome de l'imposteur, parfois on a tendance à se retrouver à trop donner ou à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement et finalement après on se fait bouffer. Donc, soyez clair sur vos promesses, vos deals, les contrats et après, à partir de ça, c'est là que vous allez avoir une relation saine et c'est un respect mutuel. Vous délivrez, vous prenez soin de vos clients, vous les écoutez, vous les respectez et eux aussi, ils vous respectent. C'est à double sens. Le client n'est pas roi. J'aime pas cette expression, le client est roi. Non. Oui, le service client est important, prendre soin de ses clients, faire en sorte qu'ils profitent au maximum de ce qu'on leur donne. Parfois, c'est peut-être mieux aussi de donner un petit peu plus que c'était prévu, mais il faut toujours doser. Mais toujours carré sur quel est le deal. Et je vais vous dire un truc, franchement, et là, je parle vraiment d'expérience. J'ai toujours cette tendance à être trop gentil. Et je l'ai été à un moment où j'offrais beaucoup trop à mes clients. Et le moment où c'est un cadeau et qu'on le retire, bah en fait, les clients vous en veulent. Alors que c'était un bonus, c'était un cadeau. Et le deal, c'était par exemple, à un moment, bah, j'offrais 1 an d'accès à une bibliothèque. Et je disais vraiment, c'était 1 an, point barre. Et dès que je le retirais, ils étaient fâchés, pas contents, alors que c'était un cadeau. Et c'est pour vous dire que parfois, vous-même, et c'est pas contre eux, je n'en en veux pas, parce que c'est humain. Quand on nous retire quelque chose, bah c'est ça, c'est que la valeur perçue, c'est comment vous amenez les choses, et trop donner gratuitement, ça perd en valeur. D'ailleurs, ça fait une très belle transition pour ceux qui ont du mal à vendre ou qui ont peur de vendre. Vous avez peur de vendre, et vous dites, mais j'ai du mal, je donne beaucoup de conseils gratuits ou des choses gratuites, et j'ai du mal à commercialiser ce que je propose. Ça peut être du conseil, des prestats, etc. Ben, déjà, rappelez-vous ce que je viens de dire juste avant. Quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. On dira ce qu'on veut. L'engagement n'est pas le même. Franchement, j'ai plus de 12 ans de statistiques dessus sur des programmes en ligne de différents tarifs. Plus les programmes sont accessibles, pas chers, moins ils sont consommés. Et encore pire, quand c'est gratuit, à un moment, même en 2020, pendant le confinement, j'avais proposé un programme entièrement gratuit avec énormément de valeur, entièrement gratuit. J'ai eu 500 personnes qui ont rejoint ce programme sur à peu près 48-72 heures, sur le week-end où je l'ai sorti. 500 personnes. Sur les 500, il y a 90% qui n'ont même pas commencé ce programme qui était gratuit. Par contre, sur mes programmes, par exemple Game Entrepreneur ou les autres qui coûtent pour le coup, le prix commence minimum 1 000 euros. Là, c'est toujours complet. Donc là, les gens le suivent. Et même moi, je suis comme ça, je l'avoue. Parfois, je prends des petits programmes, notamment en anglais, parce qu'il y a des thématiques où je suis curieux. Je vais laisser les trucs traîner, un jour, je vais aller dessus. Par contre, dès que j'investis sur un accompagnement, quelque chose qui a plusieurs milliers d'euros, même un mastermind ou un événement, je peux vous dire que je sais c'est humain. Et voilà, pour ça, on ne va pas lutter contre la psychologie humaine. Le rapport à l'argent, c'est aussi une notion de valeur. Et c'est même pas une question de prix, c'est une question de la valeur des choses. Et il se trouve que beaucoup de personnes, certains, et je m'inclus dedans, parfois on ne se rend pas compte toujours de la valeur des choses, surtout quand c'est gratuit. Donc il y en a qui sont éduqués, on peut être éduqué sur la vraie valeur, mais le prix va déterminer la valeur. Donc si aujourd'hui vous vous bradez, vous avez peur de vendre, ben, vous passez à côté de... En fait, vous faites de votre mieux, vous apportez de la valeur, mais derrière, ce ne sera pas reconnu et j'ai envie de dire, vous allez commencer à vendre quand vous serez frustré. Mais si vous dites, ok, j'en ai marre, justement, ou j'ai envie de vendre, c'est que vous commencez à avoir cette frustration de donner gratuitement. Donc, changez de discours. Ne dites plus maintenant, je vais commercialiser, je vais vendre, je vais faire payer. C'est j'apporte une solution, j'apporte un service, j'apporte un produit qui apporte de la valeur justement à mes clients et je suis rémunéré pour cette valeur. Je suis là pour aider mes clients, pour apporter une solution, pour apporter un service. Vous n'êtes pas là pour juste vendre. Parce que le mot vendre, surtout en France, est très très mal vu et c'est un échange. Mais cet échange a une valeur pour vous. Donc, c'est une façon de parler de la vente. J'en parle dans le programme de Sales pour introvertis. La vente pour introvertis, c'est vraiment une question de langage, de mots, d'intention. Je ne vais pas vendre, je vais créer la conversation, je vais discuter avec mon prospect pour justement lui proposer une solution pour lui et il va avoir le choix de la prendre ou pas. Mais
C'est vraiment ça. Donc, je pense que si aujourd'hui vous avez vraiment du mal avec la vente, vous avez du mal, vous n'êtes pas à l'aise, ou c'est pas votre truc et on n'est pas formé dessus, moi je peux vous dire, mes premiers stages en vente, je galérais, j'arrivais pas. Et aujourd'hui, je vends tous les jours. Donc, non, si vraiment vous avez envie d'apprendre la vente, mais de façon saine, de façon qui respecte qui vous êtes, et même si vous n'êtes pas la fibre commerciale, vous êtes introverti, mon programme de vente pour introverti, vente et influence et marketing pour introverti, vous donne des stratégies pour apprendre à le faire et vous allez voir, ça apporte des super résultats. Donc, il est en promo pour la semaine. Si c'est une thématique qui vous intéresse, allez-y. Maintenant, il y a 2 thématiques sur lesquelles je vais finir. Amitié et business, couple et business. On commence par laquelle? On va commencer par l'amitié, on va finir par le couple. C'est plus beau, hein, Saint-Valentin, le couple, on va finir dessus. Amitié et business. Déjà, si c'est vraiment ça, est-ce qu'on peut justement lier et faire du business avec des amis qui sont clients, des amis qui sont partenaires ou des amis dans lesquels on a un business? En fait, il n'y a pas est-ce que je le recommande ou pas, et je l'ai expérimenté plein de fois, et des fois ça s'est bien passé, des fois ça s'est mal passé. Il y a un point commun: est-ce que c'est clair? Je vous dis, en fait, j'y reviens à chaque fois, est-ce que les choses sont claires? Par exemple, vous êtes associé avec un ami, les rôles, les parts de l'entreprise, ça doit être carré. C'est pas je me lance avec un ami et avec cet ami, de toute façon, comme c'est un ami, j'ai confiance, ça va bien se passer. Dès que vous passez sur j'ai confiance, ça va bien se passer, c'est là que vous ouvrez la porte aux pires situations. Parce qu'il n'y a rien de pire que de raisonner comme ça. Même si ça va bien se passer, comme on dit, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce que même quand on se marie, c'est ça que je mélange un peu, mais quand on se marie, il y a un contrat de mariage, il y a un deal, c'est carré. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de divorces, surtout à notre époque, donc c'est quand le divorce arrive que les problèmes ils arrivent, qu'on voit un autre visage ou qu'un conflit peut éclater ou on pensait que ça n'allait jamais arriver. Dans l'amitié, c'est pareil. En business, le divorce, il fait mal. Donc, non, ça doit toujours être clair. Toujours faire des contrats. Ça, c'est un conseil. De toute façon, dans le monde professionnel, faites toujours des contrats parce que au-delà de l'aspect légal du contrat, il y a un engagement moral de je vois, c'est carré, noir sur blanc, il n'y a pas à négocier. Ça, c'est le plus important. Ensuite, c'est maintenant par rapport à cette amitié, il y a peut-être des gens avec qui vous faites du business qui vont devenir des amis. Mais par contre, ça doit rester clair quand vous faites du business et quand on est juste en mode pote. Même si la zone est floue, mais il y a toujours une notion de professionnalisme. Quel que soit le deal, quel que soit le contrat, on le respecte. À côté, on est amis, c'est cool, mais on le respecte. Et c'est parce que si on ne respecte pas ce cadre professionnel, c'est là où on entre sur du chantage affectif, sur de la culpabilisation, sur des choses de la vie personnelle qui rentrent dans les affaires. Et là, c'est jamais bien. Donc, je pense que faites-le avec des gens avec qui vous savez qu'ils ont une capacité à rester professionnels quand il le faut et à pouvoir être amis sur le reste du temps. Moi, j'ai des amis qui ont déjà été aussi clients. Ça s'est très bien passé, mais quand ils bossaient avec moi, on savait qu'on bossait. Après, c'était cool, hein, c'était des amis, mais le deal business-client dont j'ai parlé avant, hein, sur la relation client, il était clair. Contexte pro, voilà, t'attaques, c'est carré. Mais ça marche que quand c'est carré. Pareil, j'ai déjà eu des amis chez qui moi j'ai été client. Pareil, j'ai déjà des amis avec qui on a lancé des projets. Les fois ça s'est mal passé, c'est qu'il y avait justement un problème de manque de clarté sur le deal. Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre, c'est que les choses doivent être claires. Communication, deal, cadre, qu'est-ce qui tient du pro, qu'est-ce qui tient du perso. Et on arrive à est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire du business en couple, d'avoir une entreprise en couple, de travailler en couple. Et encore une fois, là je parle d'expérience, encore c'est exactement la même chose. C'est la capacité à savoir quand c'est pro, quand c'est perso, de ne pas rentrer l'affect, pas rentrer justement, encore une fois, ça peut arriver sur de la culpabilité ou du chantage affectif dans le business, c'est pas bon, c'est pas sain. C'est dans votre couple, vous et l'autre, est-ce que vous arrivez, quand vous travaillez, à rester sur du pro et du travail? Dans la pratique, il y a toujours une zone de flow, de flexibilité, c'est ok, mais dans la majorité du temps, est-ce que c'est clair? Et c'est ça, c'est une question de clarté de communication. Où sont les limites? Quels sont les rôles de chacun? Et vraiment toujours être au clair quand vous vous lancez. Et quand à un moment ça devient flou,
j'ai parlé de la boucle communiquer. Communiquer et communiquer dans un contexte pro ou pas, communiquer dans un coup c'est le couple, un coup c'est le pro, et puis ça devient sur du perso et après sur du business. Il faut toujours mettre des limites. Et c'est vraiment le message que vous donnez. Dès qu'il y a du perso et business qui entre en jeu, donc amitié ou couple, ça doit toujours se faire dans un cadre qui impose des limites. Et quand ce cadre il est clair, posez-vous vraiment, et c'est le conseil que je donne dans les deux cas, posez-vous et listez ce qui peut être un contrat, un engagement, au moins un deal sur le cadre, les situations, le contexte, qui a quoi, qui fait quoi. Et après, il pourra évoluer, mais au moins c'est carré. Et quand il y a une situation, vous le montrez, c'est carré. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. J'espère que ça pourra vous apporter un peu de perspective. Je voulais faire une petite demi-heure, donc je suis dedans, donc c'est parfait. Et l'idée, c'est que si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, vous avez les réductions là et les petits bundles pour la Saint-Valentin. Donc profitez-en, c'est pour la semaine. Donc si vous voulez approfondir ces sujets, que ce soit sur la méthode Attract, sur la partie charisme, confiance en soi, influence relationnelle, la vente pour introvertis, sur vraiment l'aspect plutôt business marketing et comment réussir à vous développer sans forcément vous exposer ou utiliser des techniques de vente qui ne vous correspondent pas. Et vous avez mon programme sur le syndrome d'un imposteur pour réussir à là vraiment travailler sur la confiance en vous et réussir justement à mieux être plus crédible, mieux vous vendre, être plus en confiance quand vous proposez vos produits, services ou talents. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc moi, je vous souhaite de profiter au maximum de cette semaine, quel que soit ce que vous allez célébrer, Saint-Valentin ou pas, on s'en fout. Justement, soignez vos relations de façon globale toute l'année, c'est le plus important. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous mets tout ça en descriptif. Vous avez aussi les contenus où je développe chaque sujet. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.